Bismillahirrahmanirrahim. On va compléter notre premier chapitre concernant le complexe de l'épaule avec le dernier cours qui est les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, tous ces supports, vous allez les retrouver dans la description avec mes liens des réseaux sociaux. Contactez-moi pour vos propositions et vos questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, je vous invite. Maximisez vos partages et on complète notre premier chapitre. Donc on va voir les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. On va suivre le plan suivant, on va voir des généralités qui ne sont pas à banaliser, un rappel anatomique et physiologique, on va voir des notions de base, l'anatomopathologie et la classification de Duparc, que vous êtes censé de le garder, l'étude clinique et radiologique, les complications, l'évolution, traitement, conclusion avec des notions de base à retenir. Donc premièrement, comme introduction, les FH, SH ou bien les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc ce sont des fractures fréquentes, notez-vous bien, chez le sujet âgé. Donc c'est un os fragilisé, un os ostéoporotique. Donc un sujet jeune, il a la tendance, ça c'est à noter, d'avoir des luxations. Consultez-vous le cours précédent concernant les luxations de l'épaule. Mais un sujet âgé, il a la tendance d'avoir des fractures au niveau de cette extrémité FESH. Le siège, il est au-dessus du bord inférieur du grand pectoral. Donc, si on vous pose la question, ce sont des fractures qui vont survenir ou bien qui vont avoir lieu en dessus. Donc, sur le bord inférieur de quel muscle? Faites attention, c'est le grand pectoral et c'est pas le petit pectoral. On va voir ça dans notre rappel anatomique. Elle peut toucher la tête humérale, comme vous voyez à gauche dans l'illustration, les deux tubérosités, le trochin et le trochité, soit le grand et le petit le grand et le petit tubérosité, le col anatomique. Cette dernière, elle a une gravité ou bien une complication qui est la nécrose de la tête humérale. Donc vous êtes en train de voir qu'il s'agit d'un rapport étroit entre la vascularisation et le col. Une fracture au niveau de cette col anatomique, mais pas chirurgicale, faites attention, on répète, peut avoir une complication qui est la nécrose de la tête humérale. Ou bien dans le corps chirurgical, donc inférieur. On va voir ça dans les rappels anatomiques. Les formes et les évolutions, ils sont très variés selon le trait et le lieu de cette fracture. Donc, une fracture extra-articulaire, vous pouvez noter dès maintenant qu'il a de mieux pronostics par rapport à une fracture qui est intra-articulaire, malheureusement. Le délai de la consolidation, comme on avait vu, entre 4 et 6 semaines pour le membre supérieur. Donc, environ d'un mois pour une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Et là, lorsqu'on dira toujours une immobilisation, j'espère que vous avez cette réflexion, une immobilisation supérieure à 3 semaines, c'est un risque de la raideur qui est la séquelle principale. Donc si on va vous poser la question, quelles sont les deux majeures complications? Premièrement, vous allez dire la raideur, à cause d'une immobilisation qui va être supérieure à 3 semaines, ou bien la nécrose ou bien les troubles trophiques de la tête humérale à cause d'une lésion qui va survenir ou bien un trait de fracture au niveau du col huméral. Voilà une forme communicante ou bien communitive, multiples fragments, en association avec une fracture du col chirurgical malheureusement. Donc de là jusque là, ça c'est du col anatomique plutôt. Une fracture au niveau de ce dernier pourra engendrer le pronostic trophique de la tête humérale. Ça, ce sont les deux tubérosités, le grand et le petit trochanter, et voilà le corps chirurgical. Donc les deux complications majeures, raideur premièrement, deuxièmement s'il s'agit d'une fracture articulaire, donc c'est le trouble trophique, voire la nécrose de la tête. Maintenant on va passer au rappel anatomique. Donc cette articulation, comme vous savez, dès votre anatomie, elle est soutenue par de nombreux groupes musculaires antérieurs, supérieur qui est le deltoïde, postérieur donc qui est le trapèze et les groupes musculaires des coiffes, des rotateurs. Donc tout ça, ce sont des éléments de stabilité de ce complexe articulaire. Voilà, c'est le bord du muscle grand pectoral. Donc toute fracture, on répète, qui va survenir du bord inférieur de ce muscle grand pectoral, mais pas le petit pectoral, faites attention de commettre cette erreur. Donc au-delà, jusqu'à la tête, tout ça, c'est le territoire de notre intitulé qui est la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Pour le rappel anatomique, donc l'épaule, c'est un complexe articulaire majeur. Il est composé par la première articulation,
ce qui nous intéresse, c'est l'articulation gléno-humérale. C'est ce qu'on est en train de détailler dans ces 4 premiers cours. La deuxième, c'est l'articulation sous-acromio-coracoïdienne, qui est un espace de glissement. J'espère que vous vous souvenez de votre anatomie. L'articulation homothoracique. Homo, c'est pour la scapula. Omoplate, ou bien la scapula. Donc, une articulation entre l'omoplate et les côtes. Tout ça, c'est un espace de glissement. L'acromioclaviculaire, la sternoclaviculaire, c'est ce que vous avez vu dans le cours précédent dans les luxations et les fractures de la clavicule. C'était ces ligaments-là qui vont être atteints. Pour la cavité gléno-humérale ou l'articulation gléno-humérale, ce qui nous intéresse le maximum, voilà votre lieu de fracture, il est numéroté par 3. Et voilà les complexes musculaires et les complexes articulaires. Donc pour la tête humérale, tout ça c'est de l'anatomie. Donc c'est une tête ou bien un tiers de sphère mesurant 20 mm. D'autre part, la cavité glénoïde de l'omoplate, elle est ovalaire. Elle a un grand axe vertical si on va vous poser la question. Elle est étroite et elle est peu profonde. Notez-vous bien cette notion de peu de profondeur. C'est pour cela qu'on dit que l'articulation de l'épaule, ça vous avez vu dans votre première année, c'est une articulation très mobile et une articulation fragile, vulnérable, facilement luxable. Ce qui explique, on répète, la fréquence d'avoir une luxation, on répète, sur un os qui est sain, chez un sujet jeune, voire dans notre cas des fractures au niveau de la tête ou bien au niveau de l'extrémité supérieure chez un terrain fragilisé. L'emboîtement et les pièces osseuses, ils sont peu stables malheureusement. Elles sont renforcées par différentes structures. On peut citer la capsule, on peut citer les ligaments actifs et ou passifs qu'on va voir dans juste quelques plaques. Mais elle restera une articulation qui est très mobile, qui est vulnérable, qui est luxable, voire fracture, bien vulnérable à des fractures lorsqu'il s'agit d'un sujet H. Maintenant, je vous invite à prendre note des 2 éléments de stabilité de cette articulation. Vous avez 2 éléments qui sont premièrement les éléments passifs. Vous allez citer le bourrelet glénoïdien. Vous allez citer la capsule articulaire. Donc tout ça c'est passif. Notez-vous bien ce terme-là. Ou bien la deuxième variété qui sont les éléments actifs. Lorsqu'on dit éléments actifs, ce sont bien sûr les muscles. Donc on commence premièrement par les éléments passifs. Le bourrelet glénoïdien. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc en entourage de la cavité glénoïde, ce que vous voyez en bleu clair. Donc comme définition ou bien comme description, donc c'est un fibrocartilage. Notez-vous bien ce terme-là, c'est pas du cartilagien là, c'est du fibrocartilage. Toujours je vous invite à noter les notions de base car ils sont hyper tombables. Donc c'est un fibrocartilage appliqué au pourtour de la cavité glénoïde. Quel est son rôle? Donc c'est d'augmenter la profondeur de la cavité. Nous avons dit que c'est une activité presque peu creusée ou bien presque plane. Donc le rôle de ce bourrelet, c'est d'augmenter la cavité ou bien augmenter la surface articulaire pour avoir une mieux de stabilité pour cette articulation. La deuxième, c'était la capsule articulaire et on répète, cette capsule, j'espère que vous vous souvenez du cours de luxation de l'épaule, elle est faible, non renforcée, absence de ligaments dans la partie postérieure. C'est pour cela, on récapitule, vous pouvez avoir ou bien vous allez avoir 95% des luxations de l'épaule en antérieur par rapport à 5% qui restera minime en postérieur. Donc c'est l'absence ou bien la faiblesse de cette capsule en postérieur, l'absence des ligaments toujours en postérieur. C'est pour cela, luxation antérieure, voire des fractures qu'on est en train de traiter dans ce cours. Donc voilà les structures. Donc 2 c'est la tête humérale, 4 c'est la diaphyse. Voilà, c'est une fracture qui va se situer au niveau du col anatomique. Voilà les 2 tubérosités, le grand et le petit. Le trochin et le trochité. Trochin, c'est le petit. Trochité, c'est le grand. Et voilà, la diaphyse. Donc, tout ça, c'est le territoire de ces fractures. Souvent chez les sujets âgés, on est en train de récapituler. Et voilà votre articulation. Donc, complexe, vulnérable, malheureusement, très mobile, luxable, voire vulnérable à des fractures. Maintenant, pour les éléments actifs. Donc, ça, c'était les éléments passifs. Lorsqu'on dira les éléments actifs, ce sont bien sûr les muscles. Premièrement, vous allez citer les muscles de la coiffe des rotateurs, ou bien ils sont appelés aussi la chape.
la charpe des rotateurs. Donc, qui sont? Vous devez retenir ces muscles. Le muscle supra-épineux, infra-épineux, bien sus et sous-épineux, le petit rond et le muscle subscapulaire ou bien le sous-scapulaire. Ces 4 muscles, ils constituent la coiffe des rotateurs. On répète notre rappel anatomique. Vous avez 4 muscles. Le voilà le sus-épineux, le voilà le sous-épineux, voilà le petit rond et le subclavier qui est visible au niveau de la partie antérieure ou bien de la face antérieure de cette dernière. Ce sont des muscles ou bien ce sont des charpes musculotendineuses. Ils viennent de l'omoplate et pour insérer au niveau de la tête humérale. Ils ont une double fonction, maintenir la congruence gléno-humérale, donc c'est un élément fixateur, et aussi ils sont des éléments mobilisateurs. C'est grâce à ces muscles que vous allez noter, bien sûr, comme leur nom indique, la rotation. Donc ce sont des rotateurs soit internes, soit externes de cette articulation. Ils sont de nombre de 4, sous-scapulaire, sous-épineux, sus-épineux ou bien infra et supra-épineux avec le petit rond. Vous pouvez associer comme muscle stabilisateur la portion longue du biceps brachial. Là, voilà. Donc ça, c'est le biceps brachial. Il a 2 chefs. Le premier là qui est à droite, c'est le chef court. Plutôt, ce qui est à l'intérieur là, c'est du chef court. Il va s'insérer avec le muscle petit pectoral au niveau de l'apophyse coracoïdienne. Et ce qui est à l'intérieur là, donc il va traverser le sillon intertuberculaire. J'espère que vous vous souvenez de votre anatomie. Vous pouvez consulter toujours la série concernant l'anatomie pour plus d'informations. Il est intra-articulaire. Il va s'insérer au niveau du tubercule supraglénoïdien. Donc, parmi les caractéristiques de cette articulation, c'est qu'elle a un tendon du biceps, du long biceps, on répète, qui est intra-articulaire. Et ce dernier, lorsqu'il s'agit d'une luxation, ça c'est pour vous, ce dernier pourra être emprisonné au niveau de cette luxation ou bien entre 2 fragments. Si vous avez ce tendon-là de ce long biceps qui est encarcéré entre 2 fragments, voire dans une luxation, c'est une indication chirurgicale. Donc ça c'est pour vous, vous pouvez noter ça à part. Donc, comme élément stabilisateur, comme élément actif, ce sont les 5 muscles, les 4 pour les coiffes de rotateur et la portion du long biceps. Ce sont tous des stabilisateurs et des mobilisateurs de cette articulation. On conclut notre rappel anatomique avec les structures osseuses. Donc, l'extrémité supérieure de l'humérus, donc vous devez savoir quel est le siège de cette fracture. Donc, elle a une partie qui est articulaire où malheureusement les lésions ils sont plus graves, et une partie qui est extra-articulaire. Donc là voilà à gauche toujours dans votre illustration. Pour la partie qui est articulaire, c'est la tête humérale avec sa forme sphérique. C'est le col anatomique. Et voilà le col anatomique. Une fracture, on répète, au niveau de ce siège risquera d'avoir une nécrose, voire une lésion de la vascularisation de cette tête humérale. Donc au niveau de cette dernière, elle s'insère la capsule articulaire. Il pénètre, ou bien les vaisseaux qui vont pénétrer, ce sont les vaisseaux nourriciers de la tête. Donc, notez-vous bien ce terme, ou bien cette phrase, une fracture du col anatomique, pas chirurgicale, on répète, faites attention de confondre entre les deux. Elle va menacer gravement la vascularisation de la tête avec risque de nécrose. Donc tout ce qui est tête humérale, tout ce qui est col anatomique, tout ce qui est entre ces deux, c'est une fracture qui est intra ou bien fracture articulaire. Notez-vous bien ce terme avec risque de menace vascularisation. Donc tout ce qui est, deuxièmement, une partie qui est extra-articulaire, tout ce qui est au-dessus ou bien au-dessous de cette dernière, de ce col anatomique, donc le trochité, la petite tubérosité, ou bien le trochin. Donc le trochin c'est le petit, le trochité c'est le grand, donc grand tubérosité ou bien grand tubercule et le petit tubercule, en association avec le col chirurgical et plus tout ce qui est situé, on répète, au-dessus de la bord ou bien de la partie ou bien de l'insertion inférieure du muscle grand pectoral. Tout ça, c'est le siège extra-articulaire de cette lésion. Donc, elle comprend des 2 tubérosités. Le trochin, c'est la petite tubérosité. C'est le lieu de l'insertion du muscle sous-scapulaire, toujours dans la coiffe de rotateur. Deuxièmement, le trochin, la grande, bien le trochité.
Donc, il se situe en dehors, sur laquelle il va s'insérer les deux muscles sus et supra et infra-épineux. Tout ça, c'est dans l'anatomie. Ces deux parties sont reliées. Donc, on reste du numérus par le col plutôt chirurgical. Voilà le col chirurgical. J'espère que vous n'allez pas confondre entre les deux, anatomique et chirurgical. Donc, c'est la zone de transition. C'est une zone fragile et elle est très vulnérable. Et vous allez noter souvent des fractures au niveau du col chirurgical. Les fractures de deux tubérosités et du col chirurgical, on répète toujours, ne confondre pas entre les deux, ce sont des fractures extra-articulaires. Donc, col anatomique, c'est intra-articulaire, c'est ce qui est à retenir de cette partie. Fracture au niveau du col chirurgical, elle est extra-articulaire. Lorsqu'on dira extra-articulaire, pas de menace sur la fonctionnalité, voire la vascularisation nourricière de cette articulation. Lorsqu'on dit intra ou bien partie articulaire, donc c'est une fracture avec double menace fonctionnelle, raideur articulaire, voire menace de la vascularisation nourricière de cette articulation. Et par suite, c'est du nécrose. Bien, c'est de la nécrose. Donc, c'était la première partie dédiée pour les généralités, je répète, qui sont hyper tombables, qui sont à retenir et à maîtriser. J'espère que vous avez noté tous les points forts qu'on a déjà cités. On va continuer prochainement dans l'étude anatomopathologique, la classification du parc que vous êtes censé de connaître, voire études cliniques, paracliniques et dernièrement le traitement. Merci pour votre attention, bon courage et à la prochaine.